Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de la catégorisation de texte, texte classification en anglais, hein, ou classement de documents aussi, hein, voilà, en utilisant l'outil, enfin le package text mining du logiciel Orange Data Mining, qui est là. Alors, ressentillons un peu tout ça, hein. On est là, on est le 24 novembre, donc ça fait 2 mois que les cours ont commencé. Bon, la majorité des TD, on le fait sous Python maintenant. Voilà. Il y en a quelques-uns sous R encore, ça dépend de la qualité des packages, hein, ça dépend du thème, de qualité des packages, mais la grande majorité quand même, on le fait sous Python. Ça dépend aussi des enseignants, hein. Voilà. Alors, ok, ça c'est parce que ça fait 2 mois déjà. Les étudiants ont un excellent niveau, en tout cas en programmation, sur cette partie-là. Alors, en début d'année, c'est pas le cas. J'utilise plutôt des outils low-code parce que le niveau est perfectible encore. En tout cas, il n'est pas très homogène. Alors, dans les outils no-code que moi je privilégie, il y en a un principalement, c'est Nime. On voit ici, hein. Voilà. Très bien. Mais je veux pas être prisonnier d'un outil. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément. C'est pour ça que depuis quelque temps, là, bon, là, il y a un intermède parce que, bon, voilà, j'essaie d'accompagner mes étudiants par ailleurs. Je sais qu'ils ont des projets à faire, ils ont plein de trucs à traiter et j'essaie de faire des vidéos pour les aider. Mais ces derniers temps, en tous les cas, j'ai beaucoup étudié Orange Data Mining. Voilà. Orange Data Mining, qui est un logiciel qui est en ligne, qui est excellent, excellent, excellentissime. C'est un outil qui est très pédagogique, hein. C'est un outil qui est très pédagogique et c'est pour ça que j'essaie de le privilégier également. Voilà. Je ne le fais pas en TD avec les étudiants, mais je leur dis, tout ce qu'on vient de faire sous Naïm, là, vous pouvez le faire sur Orange. Et c'est pour ça que j'ai fait une série de vidéos là-dessus. Bon, là, petite fenêtre, donc j'ai la possibilité de revenir sur Orange. Bah, très bien. Du coup, on va voir le module Text Mining. Alors, j'ai un cours de NLP avec les étudiants. Ils ont 2 cours de NLP. Il y a un cours de NLP avec moi où je suis plus sur le modèle back of words. Donc, c'est une représentation vectorielle des documents basée sur les termes, tokens, si vous voulez. Mais il y a aussi un autre cours par ailleurs qui font hein, de NLP, mais avec les LLM cette fois-ci, où ils ont des embeddings, une représentation vectorielle des documents calculée à partir des grands modèles de langage. Voilà. C'est 2 approches différentes. Au final, on applique des méthodes de machine learning derrière, ou on fait d'autres traitements par ailleurs, hein, bon, ça, voilà. Mais le plus important, la différence entre les deux, c'est que dans la bag of words, la représentation vectorielle où on utilise les termes pour avoir les pondérations dans le vecteur, c'est que on peut revenir sur les termes par la suite, hein. Une fois qu'on a un modèle prédictif, par exemple, on sait quels sont les termes qui jouent pour prédire telle ou telle classe. Alors que avec les embeddings que moi-même j'ai fait par ailleurs, hein, j'en ai fait par ailleurs, hein, voilà, ici, hein, hein, voilà, avec des modèles qu'on trouve sur Hugging Face, hein, ça marche, mais on ne sait pas trop pourquoi ça marche. Ça, mais c'est bien aussi quand le but c'est vraiment de classer. Si le but c'est de classer de manière performante, ben, c'est très bien. Mais si le but aussi c'est de créer des modèles prédictifs ou des modèles de clustering ou tout ce que vous voulez et d'avoir une interprétation, une visibilité sur la teneur des résultats, bah c'est quand même problématique quand on a une boîte noire. C'est ça l'idée. Donc c'est pour ça que les méthodes basées encore sur la représentation back of words, le sac de mots si vous voulez, reste quelque chose qui peut être intéressant. Alors, du coup, moi, pour montrer les fonctionnalités de NLP, de Natural Language Processing, de Orange Data Mining, je vais faire un mix des 2 tutoriels qui sont là. Text Processing, où il montre comment on installe le package et ensuite comment on fait des traitements de documents pour visualiser les documents, ainsi de suite. Et ensuite, je vais compléter ça avec une deuxième partie qui est là, c'est faire un classement de documents. Alors justement, le document, je l'ai retrouvé sur leur site, hein, j'ai récupéré sur leur site tout simplement, il est là. Qu'est-ce qui se passe? On a ici la classe, donc c'est de la catégorisation, hein, donc on a une classe d'appartenance de chaque document qui est là, c'est le thème principal du document si vous voulez, et ensuite on a le texte associé, le texte brut. Alors là on voit que le texte brut a déjà été pré-traité là, vous voyez bien, hein, il est déjà tout en minuscule, je vois pas de nombre, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Voilà, le nettoyage du document c'est une question à part, hein, qui nécessite des compétences à part également. Voilà. Mais là pour le coup c'est déjà fait. Bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais on pourrait voir d'autres aspects de la chose. Bien. C'est ce qui prend beaucoup de temps. Quand je fais des TD avec les étudiants, la partie nettoyage et préparation des documents, des documents avant de pouvoir faire les traitements est quelque chose qui prend énormément de temps, qui est extrêmement fastidieux, mais qui pèse énormément sur la qualité des résultats par la suite. Donc, c'est absolument pas à négliger. Voilà. Bon, là, on est sur un TD pédagogique, un tutoriel pédagogique. Bon, on se facilite la vie. C'est comme les données manquantes dans les tableaux de données, s'il vous plaît. Bien. Alors, je vais lancer Orange. Donc, Orange, voilà, il est là. Et on va faire les différents traitements. Donc,
Voilà, donc je lance Orange comme d'habitude. Vous connaissez maintenant, je crée un nouveau workflow. Première chose à faire, je l'enregistre. Donc je le mets dans Bureau démo là et je mets Orange. Voilà. Texte categorization en anglais, hein, et back of words en utilisant les back of words. Très bien. Ensuite, il faut installer le module de texte. Il n'est pas par défaut. Donc pour installer les modules, on va dans Options, Add-ons, et là vous avez les modules qu'on peut télécharger. Alors il y en a un que j'ai chargé déjà, c'est le module texte. On est d'accord là-dessus. Voilà. S'il n'est pas coché, bah, vous le cochez tout simplement. Oui, d'accord. Et il va l'importer, le charger comme les packages qu'on a sous R, comme les packages qu'on a sous Python, comme les packages qu'on a sous Nine, hein. Ça, c'est vraiment très puissant, ça. C'est les trucs que j'ai pas réussi à faire quand j'ai programmé Tanaga, c'est fonctionner sous forme de package. Donc, du coup, il fallait recompiler tout le programme à chaque fois qu'on rajoutait des méthodes. Bon, j'aurais pu le faire, mais bon. Voilà. Alors, on voit qu'il y a d'autres choses, hein. Par exemple, pour le traitement d'image également, c'est possible. Voilà. On verra ça par la suite. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le module textuel qui est là. TextMany. OK, donc une fois qu'il est installé, c'est nickel, voilà. On a un nouvel onglet ici. Le nouvel onglet, il est là, Text Mining, voilà. Et on a de nouveaux outils. Alors, le premier outil qu'on va utiliser, c'est le chargement du corpus. Mais là, voilà. Et on va le paramétrer. En fait, il a chargé parce que je viens de faire juste la démo avant pour vérifier que tout était nickel, mais du coup, il a gardé en tête les paramètres. On va le refaire. Voilà, donc je vais chercher des fichiers Excel là pour me faciliter la vie, hein. On voit que on peut charger d'autres types de fichiers, on est d'accord, hein. Voilà, ouvrir et ensuite il va le parser. Là, la langue c'est l'anglais, on peut choisir ce que vous voulez, hein. Moi c'est l'anglais et texte futur c'est là où on va appliquer les traitements textuels, c'est texte. Voilà. Quand on me demande souvent NLP, Natural Language Processing, tout ça, moi je dis c'est enfin, traitement à l'aide des méthodes de machine learning des données textuelles. Voilà, c'est comme ça que je résumerai la chose. Alors toujours, il faut vérifier qu'on a bien importé les données. Donc je prends un data table et je vérifie que l'importation a bien fonctionné. C'est ce qui se passe ici. Voilà, on voit bien, hein. Là, on a les données textuelles. Voilà les documents. Et là, on a la classe d'appartenance. Tout va bien. Alors, une fois que c'est bon ça, voilà, il y a un autre outil qui est pas mal, c'est le Corpus Viewer. Il est là, hein, dans Text Mining, et Corpus Viewer, il apparaît, il est là. Très bien, je le mets là, j'ai fait la connexion. Ça apparaît comme ceci, vous avez chaque document, vous avez le corps du texte et la classe d'appartenance. Voilà. Si on voit que le deuxième document est très court, par exemple. Troisième document, il est là. Quatrième document, il est là. Très long cette fois-ci. Ainsi de suite. Voilà. C'est un outil également qui permet de visualiser. Alors, on a des classes d'appartenance. Première chose à faire, regardons la distribution des classes. Est-ce qu'il y a des classes, est-ce que les classes sont équilibrées ou pas? Parce que on sait que ça va jouer, ça. Donc, je vais dans Visualize, je prends Distribution et je fais le branchement. Il va choisir automatiquement classe. Voilà. Et on voit qu'il y a des classes très majoritaires, Earn, ACQ, et des classes très rares. Donc la reconnaissance des classes très rares, là, ça va être un problème, hein. On sait d'office, hein. Alors, dans certaines formations, voilà, je leur demande, on a des évaluations en temps contraint, voilà, et à la fin du TD, ils me rendent leur travail sous forme de notebook. Alors, ils ont en tête la trame, ils ont en tête la trame parce on la voit ensemble en TD. Donc, ils font chargement des données, inspection, donc descriptive. Et ils enfilent ça sans rien dire. Mais non, non, c'est pas pour faire joli qu'on fait ça. On fait ça pour une certaine raison. Là, on veut faire du classement de documents. Donc, un apprentissage supervisé. Donc, on sait très bien que les classes rares va être un problème, là. Voilà. Donc, rien qu'en faisant les stats descriptives, là, on se rend bien compte que les classes grain et chip, là, ça va être difficile. Ça va être difficile. Ben, il faut le savoir. Il faut le savoir. Et il faut le dire, hein. Donc, dans votre notebook, là, quand vous me rendrez votre notebook, voilà, à un moment donné, vous faites les stats descriptives, vous mettez ça comme graphique et vous dites rien, ben, c'est un problème. J'aimerais avoir un petit commentaire qui me dit, ah, on voit qu'il y a des classes majoritaires, celles-là, on va écraser les autres, et on va avoir du mal on s'attend à avoir du mal à reconnaître ces classes rares. Et rien que ça, déjà, je sais que la suite va être intéressante. Vous me mettez un graphique comme ça et vous me dites rien, je sais que bon, le gars, il va faire un truc super mécanique là, sans aucune expertise sur le résultat. Et ça, c'est pas terrible, ça. Alors, il y a un outil qui est extrêmement populaire, c'est le word cloud, hein. Voilà. Donc, on va faire le word cloud là, qui nous donne la fréquence des termes, hein. Voilà, tout simplement. Donc, je vais utiliser le word cloud, tout simplement, comme pour faire comme les autres, hein.
Alors, je mets ça ici. Et ça vous permet d'avoir un graphique qui vous donne une idée de la fréquence des différents tokens, des termes, si vous voulez. Voilà. Donc, on voit. Bon, là déjà, ça amène des réflexions, hein. Les termes les plus fréquents, c'est des termes qui ne sont pas porteurs de sens, en tout cas, qui permettent pas forcément de discriminer les classes d'appartenance là. Hein. The, of et tout ça, c'est ce qu'on appelle les stop words. Voilà. Donc, vous voyez ici, hein, said, pareil, said également, ça apparaît tout le temps. Est-ce que c'est vraiment intéressant? On voit également qu'il y a Reuters, enfin, il y a plein de termes là. En tout cas, dans notre contexte ici, pour le coup, voilà. Très bien. Donc, une idée très simple, c'est de faire du pré-processing. On va essayer de faire un nettoyage en amont des documents. Voilà. Et on fera le workload après. On verra ce que ça donne. Donc, l'outil de pré-processing, il est là. Voilà. Je vais le paramétrer tout de suite parce que je suis sûr qu'il a gardé ce qui était avant. Notamment, je vais enlever ça et je vais enlever ça. Voilà. Et je le garde là et je fais le branchement. Alors, voyons ce qu'il y a dans le pré-processing. Dans le pré-processing, au départ, il dit je mets tout en minuscule. C'est déjà le cas, donc c'est pas nécessaire. Mais bon, si vous avez un mélange majuscule-minuscule, ça peut être intéressant de tout mettre en minuscule. Par également, removing les accents. Voilà, bon, en anglais, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, la tokenisation, ce qui définit le token, voilà, c'est l'espace, white space. Voilà. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'on va utiliser nous. Hein. On peut utiliser également des expressions régulières, ainsi de suite. Très bien. Nous, c'est le white space. Voilà. Donc pour définir un token, c'est qu'il faut qu'il y ait un espace entre deux termes. Voilà. Et du coup, le terme devient une colonne de la matrice documentaire. OK. Alors, une fois qu'on a ça, très bien, on va mettre maintenant un autre word cloud. Je vais mettre le word cloud là, là, et on va mettre là. Il n'y a pas de changement pour l'instant puisqu'on n'a rien fait quasiment. Hein. On est d'accord là-dessus. Voilà le word cloud. Et l'intérêt de cet outil-là, c'est que nous avons la possibilité de voir ce que va faire le... J'enlève ça, hein. Voilà, l'outil. Regardez. Donc là, pour l'instant, il a tout mis en minuscule, c'était déjà le cas, et pour définir le token, on utilise l'espace. OK. Alors, on voit qu'il y a des termes là qui sont présents souvent, mais qui sont pas porteurs de sens. C'est ce qu'on appelle les stop words. Donc, ce serait pas mal qu'on les enlève en fait. Voilà. Donc, je vais enlever les stop words en anglais. Quand je clique là, regardez s'il fait le traitement en temps réel et le the, ainsi de suite et tout ça, il les a enlevés. Voilà. Ensuite, dans le contexte des nouvelles de Reuters, parce que c'est ce qu'on est en train de traiter là, hein, c'est les nouvelles de Reuters, on se rend compte que quand le terme Reuters apparaît ou said, Reuters said, en réalité, ils apparaissent partout. Donc, c'est pas si intéressant que ça. Voilà. Donc, on va définir nos propres stop words. Alors, je les ai mis là. Je les ai mis là. Hop là. J'ai ouvert. Ils sont là. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai dit, dans le contexte de mon étude, dans le contexte de mes données, hein, c'est les nouvelles de Reuters, voilà, could, would, say, should, Reuters, là, pour moi, c'est pas important. Donc, on doit pouvoir les enlever parce que je ne vais pas les utiliser. J'ai pas, je ne souhaite pas les utiliser par la suite. Donc, j'ai défini une série de mots-clés, là, qui sont contextuels par rapport au corpus. On est bien d'accord là-dessus. Hein, voilà. Très bien. Donc, une fois que c'est bon, donc je lui dis, on va rajouter des stop-words supplémentaires. C'est cela. Et regardez, du coup, il a enlevé Reuters et Said, qui était très fréquent, hein. Voilà, quand je mets non là, vous avez vu, hein, Said apparaît, Reuters apparaît, et ensuite, quand je mets, il faut prendre en compte ces stopwords là, voilà, très bien. Alors, un autre filtrage possible, c'est sur les fréquences. Mais là, il faut être super prudent, parce que l'idée est la suivante, c'est que si un terme est trop rare dans les documents, ça veut dire qu'il est pas, il est spécifique au document, en fait. Donc, on ne peut pas avoir une règle générale à partir de ça. Et quand un terme est très fréquent dans l'ensemble des documents, ça veut dire qu'il apparaît dans tous les documents, par exemple, à ce moment-là, c'est pas très intéressant non plus parce qu'il n'est pas discriminatoire dans les traitements statistiques. Hein. Du coup, on peut filtrer sur les fréquences. Mais là, jusqu'à présent, on traitait les documents de manière indépendante, chaque document de manière indépendante, avec les stopwords. Là, on est en train de traiter le corpus. Donc, il faut être super prudent avec ça. Hmm. Par exemple, quand on fait un train test, en réalité, il faudrait faire le filtrage sur le train et appliquer le dictionnaire associé sur le test, en fait. Voilà ce qu'il faudrait faire en vrai. Hein. Voilà. Bon, là, je montre les fonctionnalités d'Orange Data Mining dans le cadre du NLP. Je simplifie à l'extrême là, mais sachez que c'est des choses sur lesquelles je peux rebondir. Hein. Donc, quand vous me présentez votre travail. Ok. Alors là, la fréquence sur les documents, c'est pour que je prenne en compte un terme, il faut qu'il soit présent au moins dans 5% des documents.
Et je ne prends pas en compte en termes s'il apparaît dans plus de 95% des documents. Voilà. C'est des algorithmes de filtrage très simples, hein. C'est pour éviter d'avoir trop de termes simplement, hein. Et du coup, on a 126 termes là. Hein. Si je mets pas le filtrage, là, on a 23 000 termes. Bon. Va faire une régression logistique avec 23 000 colonnes. Voilà, donc le filtrage, c'est important. Voilà. Après, c'est à nous de voir comment on veut gérer ça. Moi, je le mets ici, boum, et j'ai plus que 126 termes. Moi, ça veut pas dire mieux, hein, on est d'accord là-dessus, hein. Mais bon, dans ce cadre-ci, en tous les cas, on voit bien qu'il y a une forme de réduction. Une fois que c'est bon, du coup, je peux revenir sur mon traitement. Là, je suis quasiment prêt. Je vais pouvoir lancer l'apprentissage. Alors déjà, il faut que je lui dise quelle est la variable cible, voilà, et quels sont les explicatifs. Mais déjà, il faut que je crée la matrice documentaire. Bah, pour ça, je vais utiliser le back of words. Ça nous permet de définir la pondération. Là, la pondération par défaut, c'est binary. Alors, donc, très bien, je fais le branchement là. Très bien. Et donc, on a différents types de pondération. Soit c'est un comptage, terme fréquency, voilà. Soit on peut également mixer avec un IDF, hein, pour que les termes rares, pas trop rares non plus, sinon ils sont filtrés, hein, les termes rares soient importants quand ils apparaissent dans un document. Voilà. Bon, moi je vais au plus simple, parce que je vais créer un modèle et j'aimerais pouvoir le lire devant vous par la suite. C'est pour ça que c'est important. Donc je prends un binary, mais bon, ça pour le coup, ça dépend des traitements, ça dépend des caractéristiques du corpus, ça dépend des algos de machine learning que vous voulez mettre derrière, hein. Voilà. OK. Alors, voyons les données de nouveau, hein. Donc je mets un data table là. Très bien. Et on voit effectivement que ça y est, cette fois-ci, hein, voilà. On a la classe d'appartenance et on a les termes qui apparaissent et il met la pondération 1 parce que j'ai choisi une pondération binaire. Voilà. Donc là, dans le document 2, qui est très court, vous avez vu, hein, il n'y a que quelques termes qui apparaissent, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand la pondération est 0, ça veut dire que le terme n'apparaît pas, ben, il ne le met pas, c'est une représentation sparse, si vous voulez. Voilà. OK. Une fois que c'est bon, ça, ben, il faut que je lui dise maintenant quelle est la variable cible, quelles sont les prédictives, hein, les explicatives. Je mets ça ici, select columns, voilà. Et là, bon, à la base, celui-là, il était là. Donc là, vous avez les variables, voilà, les termes qu'il a retenus après pré-traitement, hein, et la variable cible qu'il a. Donc je vais le passer ici, classe, et je le mets en target. Ça y est, il est en target là. Voilà. Une fois que c'est bon, maintenant, je peux lancer la régression logistique. Alors, on va le faire en deux temps. D'abord, on va le lancer sur l'ensemble du corpus parce que j'aimerais voir les coefficients. Voilà. Alors, donc, je fais la régression logistique. Il est dans le modèle logistique régression. Très bien. Une fois qu'il est là, je le branche, très bien, et il a fait l'apprentissage. Il y a 7000 observations et 126 colonnes surtout. Donc du coup, c'est super rapide. Et je peux visualiser les coefficients via un data table. C'est ce que je fais ici, hein. Je mets la connexion, et dans la connexion, c'est bien les coefficients que j'aimerais faire apparaître. OK? Et voilà les résultats. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'intercept qui est là, voilà, et on a also les différents termes qui apparaissent. Regardons. Par exemple, voilà, bah là c'est intéressant, si je prends cette deuxième ligne-là, regardez, j'ai pris une pondération binaire. Du coup, quand le terme ici acquire va apparaître, acquire, je sais pas comment on dit ça, acquire va apparaître, il y a de fortes chances que la classe attribuée, voilà, soit ACQ. Voilà ce qui apparaît ici. Si on prend le also, voilà, il y a de fortes chances que les classes attribuées, voilà, soient soit interest, soit ship. C'est ça l'intérêt du bag of words. C'est que quand vous lancez l'apprentissage avec une régression logistique, en utilisant la pondération, ici j'ai pris binaire, on a des résultats qu'on peut lire. Voilà. Par exemple, quand le terme, donc ici april va apparaître, voilà, la classe attribuée va jouer entre earn et ship. C'est ça ce qui se passe. Voilà. Donc on a une idée, hein, on a une idée de la règle d'affectation qui est utilisée et de la, du processus qui fait le lien entre les termes qui apparaissent dans les documents et la classe, hein, d'affectation. Il suffit de regarder le maximum tout simplement. Bon, moi, j'ai regardé un peu plus ici parce que en fait, ça peut se discuter, hein, mais bon,
Ça peut se tenir à un chouïa, mais c'est bien ça ici, hein. Il suffit de regarder la valeur maximale ici. Par exemple, ici, bah, il y a de peu de chances, il y a quasiment nul, voilà, il y a peu de chances que, après, quand le terme April apparaisse, la prédiction sera sécure. Voilà ce qui se passe ici. Donc, on a une bonne lisibilité. C'est tout l'intérêt. Si vous calculez des embeddings, si vous calculez des embeddings avec des LLM, par exemple, vous allez avoir ici valeur feature 1, feature 2, feature 3, mais vous savez absolument pas ce qui se passe, hein. Vous savez pas quelle est la règle d'affectation. C'est tout l'intérêt de. Alors, ça, c'est la partie interprétation, mais après, il faut voir les performances. Donc là, je vais utiliser l'outil test and score. Voilà, on évaluate là, test and score. Voilà. Et dans test and score, je vais faire un random sampling 2 fois. Voilà, avec 70% pour la partie apprentissage et 30% pour le test et classes sont stratifiées. Voilà. Donc, je reprends la régression logistique. Il est où là? Voilà, là, 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 là. Et je fais la connexion ici. Et vous avez vu, voilà, donc vous avez une classification accuracy. Ah, globalement d'abord, 92,1. Hein, voilà, 92,1. Très bien, hein, donc c'est bien random sampling. Et si je veux, par exemple, prédire, c'est la classe qui était rare, là, c'était grain, par exemple. Bon, on voit que c'est catastrophique, hein. La précision recall, là, est absolument catastrophique. Voilà. Le rappel est très faible et la précision est très faible également. Voilà, parce que c'est une classe rare, justement. Voilà. Donc, on a le classement global, mais sachant que les classes très majoritaires, les classes fréquentes, vont écraser les autres. Donc, celui-là, il est joli, mais bon, très discutable, hein. Là, il faut voir qu'est-ce qu'il fait. Alors, le F1 score, là, est-ce qu'il fait un macro average, micro average, c'est à vous de vérifier ça. Bon, c'est pas un micro, c'est clair, sinon on aurait les mêmes valeurs, là, déjà. Voilà. C'est à vous de voir dans la documentation. La documentation, elle est là, hein. Vous cliquez ici et vous avez la documentation qui apparaît et vous lisez comment il fait ces calculs-là. Voilà. Alors, moi, j'aimerais avoir une visibilité sur la matrice de confusion. Donc, je fais confusion matrix, là, et je la mets là. Et voilà la matrice de confusion qui apparaît, hein. Il y a 4606. Pourquoi? Il y avait 7400, 7674 observations, 70% pour l'apprentissage, 3000, 2000, 30% pour le test, 30% de, voilà, ça fait 2303 à peu près. Comme il l'a répété 2 fois, on a 4606. Du coup, on peut mettre en relation ces deux outils-là. Voilà. Donc, si je prends par exemple la classe ici, Green, qui est très rare, voilà. Donc, Green, s'il est là, hein, il est là. Oui, il est là, hein, on voit bien, hein. Regardez, le rappel de Green, c'est 4 sur 30. C'est pour ça qu'on a cette valeur-là, 0,3033. Et la précision de Green, c'est 4 sur 8. Et on a bien 50% ici. Donc, on peut avoir cette bonne visibilité-là. Globalement, cette fois-ci, si on ne fait pas de sélection du tout, voilà, on est là, et on a un accuracy global de 0,92,1. C'est la somme de la diagonale principale, là, voilà, qui est divisée par l'effectif total qui est là. Bien. Alors, qu'est-ce qui reste à dire? Ce qui reste à dire, c'est que je vous enjoins à regarder ce qui se passe sur la chaîne YouTube de Rand Data Mining dans la partie NLP. Voilà, ça complétera notre cours, hein. Nous, on avance beaucoup par ailleurs. Voilà, on utilise beaucoup Python, principalement Python en réalité, hein. Bon, il y a des packages aussi pour R, hein, mais j'ai fait qu'une séance là-dessus. Voilà, je montre ici, hein. Pour R, il y a Canteda, il y a TDText, ainsi de suite. Il y a TM aussi, hein, que j'utilise également. Très bien. Voilà, mais sachez qu'il y en a d'autres outils également, notamment Nime, voilà. Et du coup, je vais compléter ma playlist là avec ce tutoriel sur Orange Data Mining dans le cadre du NLP, Natural Language Processing. Voilà, bah, excellent travail à tous.